Salut, c'est Raph et bienvenue sur Rupture Co, le podcast où j'interviewe des gens qui, eux, ont enfin décidé de ce qu'ils veulent faire lorsqu'ils seront plus grands. Bonne écoute. Aujourd'hui, on est rejoint par Maëlie Lamère, c'est comme ça qu'on prononce son C'est comme prénom. ça qu'on dit. Parfait. Donc Maëlie Lamère, tu es, alors n'hésite pas à me corriger après, mais tu es coach en reconversion. C'est ça, comme ça que tu présentes. Je parle plutôt de transition professionnelle, Transition parce officielle. que ça englobe le processus en lui-même, D'accord. mais oui, c'est ça l'idée. Donc le wording est un peu différent, excuse-moi. Donc j'ai pu te stalker à la fois sur les réseaux, sur LinkedIn, Instagram, etc. avant, mais pour la faire simple, de manière succincte, tu as été consultante en cabinet de conseil à la défense chez Wavestone, Mhm. avec qui personnellement j'ai un petit historique, pendant de longues années. Et tu es un peu l'archétype des invités que je reçois ici. Donc école de commerce, cabinet de conseil, puis on arrive près de la trentaine, breakdown, on se dit mince, mais qu'est-ce que je fais depuis tant d'années, j'ai envie de changement. Et donc tu es devenu coach en transition professionnelle. Donc déjà, j'aimerais demander, Maëlie, comment tu te présentes toi quand tu rencontres quelqu'un et qu'on te demande ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Alors, quand on me demande ce que je fais, moi j'ai tendance à dire que j'accompagne des jeunes cadres. Donc jeunes cadres, j'entends 25-35 ans, dans cette fourchette-là, dans leur processus de transition professionnelle. Si je suis un peu plus exacte sur le chemin que je suis en train de prendre, je les aide à s'extraire du salariat, surtout. Ok, Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens veulent partir du salariat aussi quand ils viennent me voir. d'accord, donc l'angle, c'est pas tant de changer de métier et trouver quelque chose qui nous parle plus, c'est vraiment de s'extraire du salarié, de quitter le modèle un petit peu basique de CDI, patron, machin, etc. C'est ça? C'est un peu ça. Après, t'as Ok. des gens qui le font sur le plus long terme. Ouais. C'est-à-dire que ça va être le projet dans 2 ans et demi. Dans un premier temps, ils vont vraiment reprendre un CDI un peu planqué. Mhm. Mais l'idée, c'est ça, ouais. D'accord, très clair. Alors une question que j'ai oublié de te poser, Mhm. c'est, on est aujourd'hui fin novembre, il fait froid, le moral n'est pas forcément au max pour tout le monde. Est-ce que tu vas bien? Moi, ça va bien, ouais. Ça va bien? Ouais, Là, t'as un équilibre perso, pro qui te convient? exactement. Ok. Pour la première fois, je pense. Pour la première fois. Mm. Donc après ta transition qui a eu lieu en 2024, quand à peu près? J'ai commencé ma formation en mai et j'ai été diplômée en janvier 2025. D'accord. Officiellement, depuis janvier. Donc t'as Ça fait une fait formation longtemps, de hein. 6 mois en... Huit Non, pas mois- reconversion. Pardon, tu dis comment déjà? 8 mois en coaching. En coaching. Je me suis formée en tant que coach, ouais. T'es passé par quel type d'organisme pour ça? Ça s'appelle Link Up Coaching. Ok. C'est une école de certification. Il y a très peu de certifications en fait reconnues d'État. Mhm. Et elle en faisait partie parce que moi je suis passée par un processus incroyable qui s'appelle le projet de transition professionnelle, le PTP. PTP. Voilà, qui te permet d'avoir ta formation financée par l'État en fait. D'accord. Est-ce que donc t'es passé par... alors j'ai oublié le nom, mais on a tous du coup un budget formation parce qu'on travaille en CDI, etc. Est-ce Ouais. que tu t'es servi de ça justement pour le financer? Le CPF, ouais, en fait, CPF. il le vide d'entrée de jeu et ensuite il complète. Donc tu vois, une formation à 10 000 euros, moi je devais avoir 1 000 euros sur mon CPF, il y a eu 7 000 euros quand même complétés par l'État, quoi. Ah ouais, et donc c'est... Comment tu peux être sujet à ça? C'est quoi les critères? Alors le critère, c'est super simple, tu dois juste avoir 2 ans de CDI à ton actif, Mhm. d'affilée, sans période de rupture, que ça soit année sabbatique ou alors congé de trop longue durée ou chômage. Mais à part ça, tu es éligible et ensuite tu fais un dossier. Donc sur le papier, à partir du moment où tu as fait des longues études, tu as eu des expériences professionnelles et tu n'es pas dans un secteur en tension, normalement tu n'es pas l'un des profils prioritaires. Donc moi, on me l'avait dit d'entrée de jeu, on m'avait dit il y a peu de chances que ton dossier passe, Mhm. parce que j'avais une note de 4 sur 20 en termes d'éligibilité, justement. Et pour autant, mon projet est passé, donc tu fais un dossier de candidature avec une lettre de motivation, etc., pour argumenter sur ce que tu veux faire. Ok, et comment t'expliques que tu y as eu droit du coup? J'ai essayé de taper dans l'émotionnel un maximum. Franchement, c'est le conseil d'ailleurs qu'on m'avait donné. On m'avait dit parle foncièrement du pourquoi tu transites. Et le processus, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais a été un long cheminement de mon côté, Ouais. qui s'est aussi fait un petit peu dans la douleur. Donc voilà, c'était un projet qui me tenait vraiment, vraiment à cœur et je pense que j'y ai mis vraiment beaucoup de ma personne. On va revenir sur tout ta transition pro et tout ce que tu as fait depuis 1 an, mais moi ce que j'aime aussi comprendre c'est comment t'en es arrivé là en 2024 à te dire merde, qu'est-ce que je fais de ma vie, rien ne va plus. Donc j'ai vu sur ton profil un petit peu que tu avais fait une école de commerce, tu avais fait du conseil, etc. Comment t'en es arrivé à déjà faire une école de commerce? Alors,
Plutôt un choix par dépit, pour tout te dire, comme beaucoup, hein. Comme Je suis tout le monde, j'ai sortie, l'impression, c'est ouais. ça, Mhm. sortie du lycée, bac ES aussi, généraliste, du Évidemment. coup. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Je ne savais pas trop. Je suis allée voir une conseillère d'orientation qui a coûté une blinde à mes parents d'ailleurs, qui n'a pas servi à grand-chose, si ce n'est me dire que je n'avais pas de dominante. Donc D'accord. en fait, j'avais 75% avocat, 75% journalisme, 75% commerce, Mhm. et elle m'a dit, bon, bah choisis. Donc j'ai choisi commerce, je suis partie en UT. J'ai fait une année Erasmus en licence et En Espagne? en Espagne, à Cartagena, exactement. Mhm. Et suite à ça, j'ai passé les concours parce que voilà, c'était dans la continuité en fait de mon parcours, ça faisait sens. J'ai intégré une école de commerce et j'ai pas du tout aimé. Alors j'aimais déjà pas ce que j'étudiais, mais là, définitivement, qui est vraiment satisfait de ces cours d'école de co? Ah, tu parles des cours. Ah, je parle des cours, j'ai adoré l'école, j'ai adoré Oui, le non. voyage, j'ai adoré les gens que j'ai Évidemment. rencontrés. Networker, boire du champagne et se faire Exactement. des grosses soirées étudiantes à l'autre bout du monde, effectivement, je pense que personne n'a détesté. C'est ça, surtout que je suis Mm. partie au Brésil, donc si tu veux, c'était secondaire, Ouais. vraiment. Ok. Et donc, tu sors d'école de commerce. Ouais. Tu commences, alors j'ai plus ton CV en tête, tu m'excuseras, mais tu commences à faire du conseil dans le domaine public, enfin un truc comme ça, marché public? Non, en fait, je suis partie à Sciences Po, du coup, après moi. Ah, pardon, j'avais loupé cette info. J'ai fait Sciences Po Ex. En fait, j'ai fait qu'1 an en école de co. Mhm. Comme j'ai pas aimé, il était question de choisir son Master 2. Ouais. J'ai regardé les Master 2, je me suis dit, ça va pas le faire. Si ce n'est entrepreneuriat, mais encore, je trouvais que c'était trop scolaire, Ouais. que ça manquait d'ingéniosité. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une passerelle proposée avec Sciences Po Aix-en-Provence. Et donc, je suis partie faire ça en relations internationales. Et là, j'ai adoré ce que j'ai Mhm. découvert. Vraiment. Ah, donc t'as quand même fini par aimer tes études. J'ai fini par aimer mes études. Beaucoup de taf, mais passionnant. Beaucoup de géopolitique, en fait. Et donc, tu sors de tes études à Sciences Po Ouais. Ex, Mm. et donc là, tu fais quoi? Je pars en affaires publiques, Mhm. qui était un peu l'entre-deux, en fait, entre le commerce et les sciences politiques. Ça te permet de travailler dans le domaine public, donc tu travailles avec les députés, les sénateurs, en fait, Mhm. et tu essayes de faire passer certains projets de loi, donc d'influer le débat Est-ce législatif. que ce serait pas du lobby par C'est hasard? du lobby. On Ok. parle d'affaires publiques, Très bien, très bien. c'est plus acceptable. Oui, c'est beaucoup plus stable. C'est comme Total qui dit qu'ils ont une branche renouvelable. Bon, bah, c'est un peu du greenwashing, quoi, mais avec un Exactement. nom un peu plus sympa. Mais moi, j'ai vraiment bossé pour des bonnes boîtes, pour le coup. D'accord. Je faisais que du green, et j'ai bossé pour Air Liquide aussi. Air Liquide, ouais, très belle boîte d'ailleurs. Voilà. Je jette pas la pierre. De ce que je comprends, et ce qui détonne un petit peu, c'est qu'effectivement, t'as quand même aimé tes études pour la plupart. T'en sors dans un secteur qui a l'air hyper prenant, hyper grisant, où Mm. t'as l'air de te plaire en tout cas. Mais malgré ça, tu ressens quand même le besoin de faire autre chose, de partir. Comment est-ce que cette idée a évolué au fil des années? Ouais, alors, j'ai aimé mes études, Ouais. mais par contre, le lobby, c'est pareil. J'ai jamais aimé. En fait, j'ai jamais aimé l'application des choses. Donc, à partir du moment où j'ai mis un pied dans le monde professionnel, et j'avais fait des stages avant ça, en commerce, en marketing, en développement, en relations publiques, j'avais touché un peu à tout. Mhm. J'avais jamais aimé ce que je faisais. J'avais un gros problème avec la hiérarchie Oui. aussi. Donc, typiquement, le fait d'avoir des horaires, moi, ça me posait un vrai problème. Qu'on me mette une réunion à telle heure, etc. C'était une vraie souffrance Mhm. que mes parents comprenaient pas trop et qui voyaient comme un refus de la frustration, si tu veux. Mais non, pas du tout, c'était bien réel. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais en constante plainte de ce que je vivais Ouais. professionnellement. Je m'en plaignais énormément à mes proches, mais je ne bougeais pas. Et puis après 2 ans chez Wavestone, je suis partie en retraite de silence. Parce que moi, je suis du genre à faire des retraites. J'allais y venir, mais continue. Et retraite de silence, pareil, très difficile. Donc aucune distraction, aucun livre, aucun podcast, pas de téléphone évidemment. Combien de temps? 5 jours. C'est long, 5 jours. C'est long, 5 jours. Quand au bout de 24 heures, tu te rends compte que ça va être très très dur, que tu es déjà dans une forme de souffrance et d'angoisse aussi. Et je suis sortie de là, paradoxalement, j'ai pas du tout pensé aux professionnels. Et par contre, je suis sortie de là, et là, grosse déprime, pas dépression, mais grosse déprime, nuages sombres. J'ai pas mal pleuré et j'ai senti qu'il fallait que je bouge. Qu'est-ce qui te passait par la tête quand tu pleurais, quand tu t'avais que ce nuage? Bah, une forme de petit désespoir en fait, de genre je ne trouverai pas. Moi j'étais en boucle depuis que je suis petite, je suis en boucle sur le fait que je ne trouve pas ce que je veux faire. Donc c'est quelque chose qui a toujours été là. T'as bien eu un fantasme quand t'étais plus jeune, ado peut-être, non? Ouais. Qui m'a duré très longtemps d'ailleurs. C'était quoi? L'acting. Ouais. Comme beaucoup. Le cinéma. Ouais. Et t'as essayé? J'ai pas essayé, paradoxalement, j'ai fait un peu de théâtre, mais par contre j'ai fréquenté pas mal d'acteurs à un moment, Mhm. qui avaient tous fait les cours Florent et qui m'encourageaient grave
à y aller en me disant vas-y go, je suis sûre que t'as du potentiel, il y a un truc à faire et tout. Et je suis sortie du fantasme en fait. Et je me rends compte que non, c'est pas pour moi. Pourquoi? La vie en elle-même me conviendrait pas. C'est quoi la vie du coup d'acteur? En fait, je trouve que c'est re-rentrer dans une forme d'injonction. Mhm. Tu vois, il y a des tournages qui sont... Moi, j'ai une valeur liberté très très forte. Donc, en fait, aller à un tournage pendant plusieurs mois où je peux pas vivre ma journée comme j'ai envie de la vivre, déjà, on est sur de la contrainte. Tu vois? D'accord, donc t'es profondément anti-contrainte, autonomie à 100%. C'est Exactement. vraiment un facteur clé dans ta construction et dans ce que tu veux aujourd'hui. Complètement. Alors, une question qui me vient, il y a un peu un débat éternel qui existe depuis la nuit des temps, c'est de dire que la génération d'après est toujours pire que la génération actuelle, etc., etc. Mhm. C'est encore le cas aujourd'hui, hein, évidemment, où il y a d'autant plus ce côté où les jeunes, alors je vous mets dedans, ceux qui ont moins de 35 ans aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent changer de métier, qui en ont marre du CDI, qui en ont marre du salariat, qui en ont marre d'avoir un patron, etc. On pourrait facilement dire que on est une génération en fait d'ingrats, de gens qui savent pas mettre de l'eau dans leur vin, qui arrivent pas juste à accepter le fait qu'il y a des organisations et c'est comme ça, on peut pas tous être indépendants. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il y a une forme d'ingratitude dans tout ça, ou alors en ce qui te concerne, parce que Ouais. je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, mais oui, ce qui te concerne, c'est vraiment un besoin inné de ne pas avoir de personnes qui te dictent ce que tu dois faire. T'as lu le livre Bullshit Jobs de Non, David Graeber? non. Bah, je te le conseille là-dessus, il est passionnant. En fait, moi, je suis persuadée qu'on entre dans un nouveau paradigme dans le rapport qu'on a au travail. On est passé d'un monde très industrialisé où effectivement il fallait travailler pour s'élever socialement, en fait. Mhm. On en revient parce que c'est plus le cas aujourd'hui. T'as un mec qui en a parlé aussi récemment sur pas mal de plateaux, Antoine Fouché. Ok. Et il explique qu'en fait, pour la première fois de notre vie, le travail ne permet pas de s'extraire de sa condition de vie. On n'améliore plus nos conditions de vie. Mhm. C'est fini. Donc avant, là où l'idée, c'était de se dire je bosse beaucoup et longtemps pour ensuite bosser moins et gagner plus, ça c'est obsolète en fait. Donc effectivement, ça suscite de nouvelles interrogations. Et si on ne s'élève plus, bah au moins que ça ait un sens. Au moins qu'on y trouve du plaisir, de la joie, de l'épanouissement, de la réalisation. Mhm. Et à partir de là, je pense que on est loin finalement d'une forme d'ingratitude. On est plutôt dans une quête de réalisation qui s'est substituée à une quête, tu vois, de monétisation, quoi. C'est exactement le discours que j'ai tenu à mon père il y a 2 jours, c'est marrant. D'accord, très bien. Moi, on est aligné On là-dessus. est raccord. On est raccord. Donc, tout ce process-là a lieu en parallèle à ton travail, donc que ce soit en cabinet ou quoi que ce soit. Wavestone, d'ailleurs, anecdote par rapport à Wavestone. Ouais. Moi, j'avais postulé chez Wavestone en 2018 pour un stage de césure, etc. Mhm. Et ça se passait bien jusqu'à ce que j'aille du coup sur place à la Défense. T'étais à la Défense? Ouais, j'étais à la Défense, ouais. Bon, bah j'étais à la Défense au 28e étage, je sais pas quel tour, Ouais, Tour pour Franklin. faire un cas pratique. Mhm. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est hors de question que ma vie se résume à aller déjà à la Défense. Non merci. En costume tous les jours, au 30e étage d'une tour. Et enfin voilà, c'était pour moi la vision horrible du conseil. En strat, tout ce que tu veux. Ouais. Et c'est le jour où clairement j'ai dit, ok, j'arrête, j'ai fait un master en conseil. J'arrête, je fais autre chose, je me barre. Voilà, bref, tout ça pour dire que je trouve ça extrêmement froid comme environnement et ça donne pas envie. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai beaucoup de gens ici qui viennent de cabinets de conseil, je pense que c'est aussi pour ça. Il y a un peu un désenchantement de ce type de métier. Mais le conseil, en fait, il y a beaucoup de fantasmes, comme certains domaines type marketing, etc. Mais le conseil, dans le fond, tu peux pas être passionné de conseil. Oui. C'est un job quand même extrêmement particulier et... Ce qui est gratifiant, c'est pas le métier en lui-même, mais c'est les à côté, quoi. Ça va être le salaire, ça va être la petite tape dans le dos à la fin de ta mission de 6 mois, ça va être tout ce qui vient avec le salaire, le statut, mais le métier en lui-même, à mon sens, j'ai du mal à voir ça comme pouvoir considérer ça comme une vocation. Ouais, moi, toutes les personnes que je rencontre qui font du conseil, c'est des gens qui savent pas quoi faire. Bah oui, qui ont fait ES, puis bac général, puis école de commerce. Exactement. Donc 2024, année charnière. Ouais. Parle-moi un peu du déclic et de comment s'est passée ton évolution jusqu'à ce que tu commences ta formation du coup au mois de mai, avril. Ouais, exactement. Pour la petite histoire, déjà le coaching, un petit mot là-dessus, parce qu'on sait que c'est aussi très galvaudé, surtout en ce moment. Ah oui. Et il y a de plus en plus de coachs qui pop-up sur le marché, en plus dans tout domaine confondu. Alors je vais pas cracher dans la soupe, bien sûr. Mais j'avais beaucoup de résistance aussi à être associée à ce monde-là. Pour autant, moi je parlais du coaching depuis 10 ans déjà. Donc autant je ne savais pas ce que je voulais faire, autant j'étais dans l'idée qu'à partir de 40 ans, dans une seconde partie de carrière en fait, je ferais du coaching. Mmh. Pourquoi ? Parce que je viens pas de cet écosystème-là en termes d'études, mais ma mère est psy, mon père, bon, hiérarchie, rien à voir, mais
est un grand méditant aussi. Donc, j'ai toujours baigné, on va dire, j'ai toujours été sensibilisée, on va dire, à toutes ces thématiques-là. Et je pense que j'avais effectivement une affinité particulière avec cet échange, en fait, l'exercice, tu vois, du La question de coaching. développement personnel, hein, avec plein de guillemets, mais oui. Exactement, Mm. qui est aussi ultra galvaudé, mais c'est vrai que moi j'ai commencé à lire des bouquins là-dessus à mes 20 ans et j'en dévorais nuit et jour, quoi. En fait, je me suis prise de passion pour cette thématique-là à partir de mes 20 ans. J'ai commencé à expérimenter les retraites à mes 23 ans, je suis partie en retraite de jeune. Enfin, il y avait vraiment une volonté de monter en compétence sur ces sujets-là. Pour autant, le coaching, voilà, avait son image aussi, donc je voulais pas être associée à cet univers. Et en fait, quand je me suis retrouvée post-retraite de silence en me disant « Ok, il y a urgence, faut que t'en partes », j'avais pas non plus pléthore de choix. Ouais. Et donc là, je me suis retrouvée à me dire, OK, de quoi est composée ta bibliothèque? Quelles sont les discussions qui t'animent? Qu'est-ce qui te fait un petit peu vibrer? Quel est aussi l'écosystème dans lequel tu te sentirais bien? Parce que tu vois, la géopolitique, je te disais, j'ai adoré mes études. Mais en fait, évoluer en géopolitique, c'est un univers qui ne m'aurait pas plu. Et pourtant, j'adore ça. Ouais. Je regarde des émissions de géopolitique toutes les semaines. Mais évoluer dedans, c'est différent. Et là, je me suis posé exactement ces mêmes questions. Quel est finalement le cadre aussi de travail qui te rendrait heureuse, en respectant ta valeur liberté, ton besoin d'être indépendante, etc. Et donc là, j'ai découvert effectivement le coaching, je me suis renseignée, j'ai contacté des coachs, je me suis fait accompagner en tant que coachée aussi. Mhm. Et là, c'était assez évident en fait. À partir du moment où j'ai mis un pied dans l'action, j'ai contacté des gens sur LinkedIn pour les coacher gratuitement. Alors je me suis pris des oui, mais je me suis aussi pris beaucoup de non. Ah, bien sûr. Mm. Surtout que ça peut être un peu agressif de se faire démarcher pour se faire coacher. Même si j'avais essayé de mettre la forme. Et donc là, ça a été effectivement la validation dont j'avais besoin, on va dire. Et là, j'ai commencé à me renseigner sur les formations disponibles avec le projet Transition Pro. Ok. Et comment tu identifies des gens sur LinkedIn pour les coacher? Des gens, tu vois, qui sont au chômage depuis 6 mois, comment ça se passe? Non, parce que j'étais pas du tout en Transition Pro de base. Ah, d'accord. Donc j'étais focus entrepreneur. Mhm. Bizarrement. Mon copain étant lui aussi indépendant, je pense que je commençais à côtoyer des gens de cet écosystème, ça me parlait bien. Je me suis dit, vas-y, ça fait sens, c'est des gens qui entreprennent, qui vont du coup aussi m'inspirer, parce que je voulais forcément coacher des gens qui m'inspirent aussi. Et je suis partie du côté des entrepreneurs, donc en fait, jeunes entrepreneurs. D'accord. Pendant un temps, du coup. Pendant un temps, en autodidacte, donc je proposais, je te dis, des séances gratuites, mais très très vite, je me suis rendu compte que l'absence de méthode n'allait pas suffire. Donc c'est là que je me suis dit, ok, faut que je me forme. Donc on arrive au mois d'avril-mai où tu commences la formation de 6 Ouais. mois. 8 mois exactement. 8 mois exactement. Ouais. Et attends que je comprenne, donc pendant toute cette phase où tu commençais à coacher gratuitement des entrepreneurs, t'étais encore en CDI ou non? Oui. Si, je suis restée salariée tout au long même de la formation. Je l'ai fait à côté de mon temps de travail. D'accord. Donc je le faisais le week-end et quand il y avait des journées en fait en présentiel, Mhm. en format un peu intensif comme ça, voire des semaines, je posais des congés. Alors il y a une notion que tu abordes beaucoup dans tes communications sur Instagram, c'est la notion de qualité de vie. Mm. Alors moi c'est un point qui me parle beaucoup, mais effectivement tu fais des posts où tu dis est-ce que le fait d'avoir peur de gagner moins d'argent, d'avoir une qualité de vie qui va peut-être se réduire pendant quelques temps, doit bloquer les gens ou est légitimement un problème dont les gens doivent se préoccuper? C'est quoi ton rapport à ça? Est-ce que tu l'as ressenti toi pendant ta transition? Oui et non. En fait, je comprends que ça soit extrêmement entravant Mhm. parce qu'on est conditionné à avoir peur du manque. Donc forcément, à partir du moment où on se dit, surtout en conseil, qu'on renonce à nos 60K annuels, nos avantages, nos vacances, nos arrêts maladie, enfin tout ce qui finalement peut être cool dans le salariat, même la mutuelle, enfin tu vois. Je confirme. Voilà, je pense que c'est nécessaire de se poser la question. Par contre, je pense que ça ne doit pas entraver la dynamique d'action et de transition, effectivement, dans le sens où le focus est mis là-dessus, alors qu'en vérité, si on se pose foncièrement la question, si on regarde 2 secondes ses comptes et si on se demande ce dont on a besoin pour être foncièrement heureux, l'argent n'est pas secondaire, mais l'argent est complémentaire d'autres dimensions. Type se lever le matin, effectivement, en étant content de ce que tu vas faire, en étant content de côtoyer les personnes que tu vas côtoyer. Et ça, je pense que c'est la dynamique qui devrait être majoritaire, tu vois. Oui, donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement, effectivement, il y aura un changement quand on va décider de changer de vie, et il y aura effectivement une baisse en qualité de vie en moyenne, etc. Mais selon toi, les gens réfléchissent mal, et ça devrait pas être la priorité. Ça devrait pas être la priorité. Je comprends que ça le soit, Mhm. mais et puis même en termes de qualité de vie, ça peut être effectivement, tu peux baisser ta qualité de vie pendant un temps, parce que tu fais pas des 1000 et des 100 en 2 secondes, évidemment, mais ça peut très vite fonctionner aussi.
tu vois. Et dans ce cas-là, c'est plus de plafond de verre. Tu vois, il y a plus d'attente d'augmentation. Tu Oui. peux effectivement aller chercher ton ambition là où tu vas aller la chercher, quoi. Est-ce qu'un des éléments qui te dérangeait dans le CDI, c'était l'aspect où c'est difficile de créer vraiment de la richesse en tant que salarié, dans la mesure où tu es très vite très capé et les gros salaires, tu les obtiens quand même très tard et les gros salaires restent dérisoires par rapport au potentiel que peut gagner soit le patron, soit toi en tant qu'indépendant. C'était pas du tout mon moteur. D'accord, Genre, c'est pas un truc qui a motivé ma transition du tout. d'accord. Non, moi, c'était vraiment ma liberté. Vraiment. J'entends. Une chose qui m'a surprise sur LinkedIn, alors peut-être que c'est... Bon, tu vas me dire. J'ai vu que dans ta description LinkedIn, par rapport à ton poste de coach, tu mettais que tu pouvais impacter ou changer la vie des femmes spécifiquement. Donc est-ce que tu es orienté sur les femmes principalement? C'est pas mis à jour. D'accord, c'est pas mis à jour, c'était ma question. Non, effectivement, c'est pas mis à jour. J'avais envisagé un moment d'être focus femme, Oui. parce que j'avais coaché 2-3 mecs dans mes débuts. Et j'avais pas été méga convaincue. Pourquoi? J'avais trouvé qu'il y avait plus de pudeur. Et du coup, qu'on était plus en surface, on était moins dans le deep. Et moi, j'ai un coaching qui peut s'approcher parfois un petit peu d'une forme de thérapie, dans le sens où je vais aller aussi... Je vais pas aller creuser les blessures d'enfance, mais par exemple, on est susceptible effectivement d'aller toucher à des choses d'ordre de l'intime. Et j'ai besoin qu'il y ait une forme de confiance et ouais... De transparence peut-être? Ouais, tout à fait, de transparence, d'authenticité. Et les 2 mecs sur lesquels j'étais tombée, qui étaient des entrepreneurs. Qui vont se connaître du coup. Ouais, non, mais c'était bien, ça s'est bien passé, mais ça m'a moins stimulée, voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? D'autres hommes que j'ai coachés et que j'ai trouvé tout aussi profonds que les nanas. Que les femmes finalement. Exactement. Tu t'occupes à la fois des hommes et des femmes. Aujourd'hui, qui sont un peu tes clients? Je sais pas si le mot est un peu vulgaire, mais tes clients typiques. Comme je te disais, entre 27 et 35 ans. Ouais. Donc moyenne d'âge, 30 ans. Cadre. Citadin. Consultant. Pas nécessairement, mais il y en a, évidemment. Qui ont fait 5 ans d'études. Et qui, aujourd'hui, sont dans une quête d'utilité. Ça, c'est ce qui ressort le plus. On parle beaucoup de quête de sens, mais la quête d'utilité, vraiment, se sentir utile à la fin de sa journée, se sentir fier de ce que tu as fait, ça, c'est commun à tout le monde. Toutes les personnes que je reçois. De l'ennui, beaucoup. Plus de l'ennui, d'ailleurs, que du burn-out, tu vois, que de la surcharge, finalement. Oui. Donc, c'est vraiment ça qui domine, ouais. Et ton accompagnement dure combien de temps? Alors, j'ai vu que tu avais plusieurs formules. Il y avait la formule bascule, éclaircie, déclic, donc, qui était en 3 à 10 et une séance. Comment ça fonctionne? Est-ce que dès le départ, tu poses tes rendez-vous avec eux sur les 2-3 prochains mois potentiellement? Est-ce que tu adaptes? Est-ce que c'est vraiment 10 rendez-vous et point, c'est rigide? Comment tu approches un petit peu ton approche de coaching? En fait, on se fait un call découverte qui est gratuit pour le coup. Et on échange pendant 1 heure. Et pendant l'heure, en fait, moi, je jauge aussi le besoin de la personne qui est en face de moi. Quelqu'un qui arrive avec déjà un projet entamé, il n'aura pas besoin des 12 séances, tu vois. Des 10 à 12 séances, effectivement, de la formule bascule, comme tu le dis, qui dure 4 mois. L'idée du coaching, en gros, c'est que ça soit fixé dans un cadre temporel. C'est pour ça qu'il y a des packages. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que le coach devienne une béquille. Et c'est un peu le risque en étant dans une dynamique d'action avec quelqu'un qui te soutient au quotidien. Parce que le coaching ne se limite pas du tout aux séances. Il y a aussi un contact en interséance. Le risque, c'est qu'effectivement, il y a un rapport de dépendance et donc un manque d'autonomie pour le coacher. D'accord. Donc effectivement, il y a un format 12 séances, un format 6 séances et des séances aussi à l'unité que je pousse pas tellement. Donc ça fait 1 an que tu fais ça? Ouais, quasiment. Est-ce que des clients qui viennent à la base pour quelques mois reviennent ensuite? Est-ce que tu as eu des loupés, notamment? Non. J'ai pas eu de loupé. Après, pour tout te dire, moi, mon activité, elle fonctionne vraiment bien depuis septembre. Donc, en fait, en termes de de coaching terminé, abouti au bout des 12 séances, j'ai pas non plus pléthore de cas, tu vois. J'en ai une dizaine avec qui j'ai vraiment fini, mais qui touchaient pas nécessairement à la transition professionnelle. Par contre, là, tous les coachings que j'ai depuis septembre, donc faut compter environ une 20aine de nouvelles personnes. Là, pour le coup, moi, j'ai beaucoup de... J'ai des avancées qui se matérialisent, il y a des transitions qui prennent forme, etc. Mais je suis pas arrivée au terme de ces coachings. Là, il y en a qui vont prendre fin en janvier, mais tu vois, c'est pas encore le cas. Donc, il faudra que ce batch-là, le taux d'erreur, le taux de réussite. Ok. Mais il y a que de la réussite, en vrai. Non, mais dans le sens où même au-delà de ma performance, c'est surtout une dynamique qui est très active du côté du coaché. C'est lui qui va mettre les choses en place, tu vois.
quelle est toi, en tant que coach qui a fait ta formation, c'est quoi tu dirais ta plus-value par rapport à quelqu'un qui se pose ce genre de questions de manière individuelle, qui peut-être voit déjà un psy qui peut l'aider en marge. Qu'est-ce que tu leur apportes selon Bah, toi? c'est une bonne question. Quasiment tous les coachés que j'ai ont un psy à côté. Mhm. Donc c'est vraiment complémentaire. C'est pas l'un ou l'autre en fait. C'est vraiment vraiment complémentaire parce que c'est pas du tout le même format. Et qu'est-ce que je leur apporte? Moi, je pense que ce qui fonctionne très bien, déjà, c'est que les gens se reconnaissent pas mal en moi. Mhm. Je pense que d'ailleurs, les personnes qui viennent me voir, bah, tu vas dans le profil, effectivement, citadin, salarié, On se environ sent compris. trentenaire. Exactement, il y a une identification qui se fait. Et cette identification, elle est portée par le fait que je suis passée exactement par les phases par lesquelles ils passent. Donc, toutes les périodes de doute, de crainte aussi, que ce soit du regard, du manque financier, de l'échec, de l'erreur. Oui. Tout ça, c'est des étapes par lesquelles je suis passée et dont je parle beaucoup dans mes contenus. Et je pense qu'il y a une identification qui se fait à ce moment-là, ouais. Toi, tu ne pourrais pas te satisfaire d'un CDI. Parce que le format même du CDI, donc salarié, etc., ne te convient pas. Est-ce que les gens que tu accompagnes, eux, donc tu me dis que c'était pour s'émanciper un petit peu de ce format-là, mais parfois se réorientent quand même vers un CDI sur une autre voie peut-être? Tout à fait. Ouais. Il y en a effectivement qui transitent et qui reprennent un CDI. Là, par exemple, j'ai une coachée, je peux en parler, je la citerai pas, qui voulait devenir freelance Mhm. et qui s'est rendu compte que la déconstruction que ça demandait, notamment effectivement le fait de dépasser la peur du regard des autres parce que c'était ce qui l'occupait le plus. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Injonction familiale, notamment. Et donc, le fait de se lancer en indépendance, ça veut dire d'accepter aussi peut-être une partie de chômage pendant un temps. Oui. Inconciliable. Ah ouais. Ouais, à date, oui. Waouh, d'accord, ça me surprend. Trop difficile de passer ce cap de déconstruction. Parce qu'en vérité, c'est que des démarches de déconstruction, hein. Mhm. Et du coup, elle reprend plutôt un CDI pendant un temps, Ouais. en se disant que là, la valeur sécurité a pris plus de place, donc elle a besoin, ce qui a été au chômage. Mhm. Elle a besoin de se recréer justement un cocon un peu sécurisant pour ensuite entamer cette réflexion. Mais elle a senti que son besoin était ailleurs. D'accord. Donc c'est peut-être repoussé, mais c'est pas non plus C'est complètement repoussé. annulé. Exactement. Et est-ce que tu es confronté à des profils un peu surprenants? Parce qu'on parle beaucoup donc de la trentaine, consultant, Paris, etc. bien sûr. Est-ce qu'à l'inverse, tu rencontres des gens te contactent, mais qui ont des profils très différents? Et est-ce que tu te sentirais apte, j'imagine que oui, mais on sait jamais, apte à accompagner des gens radicalement différents? Par exemple, quelqu'un qui viendrait de province, n'importe où, qui n'aurait pas fait d'études, mais qui serait quand même sujet à ce genre de doute. Alors, j'ai un profil plus différent, vu comme ça, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui vient de province et qui vient de déménager au Japon. Ok. Donc là, quand on se fait nos calls, effectivement, il est au Japon, il est en PVT. Ouais, le décalage horaire doit être terrible. Ouais, terrible. Bah, pour lui, surtout, du coup, c'est des calls à 22h Oui. de son côté. Forcément. Mais ça lui va, je crois. Enfin, ouais, je crois que ça lui convient bien. Donc oui, c'est possible. Et là où il est vraiment différent, c'est qu'il a 24 ans. Ah ouais. Ouais. Donc effectivement, il y en a, ouais. Tu peux me répondre ou pas, mais typiquement, lui, il vient d'où et il veut faire quoi? Lui veut devenir coach. Il veut devenir coach. Ouais. D'accord. C'est le seul que j'ai qui veut devenir coach. C'est intéressant. Mm. Et il vient du CDI aussi, enfin d'un truc un peu plus classique? Et ouais, mais il vient d'un taf plus alimentaire. Moins, justement, pas dans des strates de conseils ou quoi. Donc tu as suggéré la même formation que toi, ou alors? Non, pas du tout. Et là, je l'aide même pas à devenir coach dans un premier temps. Je l'aide sur une autre problématique qui dépasse un peu le scope professionnel. Une chose que tu as mentionné, c'est que tu as fait des retraites. Donc retraite, comment t'appelles ça? Silencieuse, silence? De silence. De silence, Ouais. pendant 5 jours, une semaine. Ça a l'air assez éprouvant, C'est dit pas comme pareil. ça. Ouais, non, effectivement, mais ça a l'air suffisant. assez éprouvant. Déjà, on va rester sur ton expérience à toi. Tu m'as dit que tu avais quand même vécu un gros déclic et un énorme flou après la retraite. Mm. Est-ce que tu serais à même d'en refaire une? Ah, bien sûr. T'en fais régulièrement? J'organise ma propre retraite là. De silence? Alors, il y aura du silence, mais ce sera pas full silence, non. C'est plutôt retraite de coaching. Je l'organise avec une prof de yoga aussi qui délivrera du coup. Près de Bordeaux, non? Alors j'ai une bêtise. Sud-ouest. Sud-ouest. J'avais Ouais. Bordeaux en tête du coup, mais pas forcément. Au-dessus de Sgore, dans les Landes, quoi. D'accord. Plutôt sympa. Très sympa. Très sympa. Très sympa et très introspectif. Du coup, on n'est pas sur une retraite douceur, Oui. tu vois. Mm. On est dans un délire aussi un peu, venez avec une problématique, on va travailler sur le rapport à vous par le corps, le cœur et l'esprit, quoi. Il y aura aussi des cercles de parole. Et peut-être que j'ai une bêtise, mais c'est ouvert qu'aux femmes pour le coup. Là, c'est ouvert que vous. Ouais, Ouais, d'accord. exactement. Comme là, on est sur le rapport à soi. Ouais. Effectivement, en tant que femme, il y a des dynamiques qui sont quand même assez féminines. Et donc, créer un espace un peu soror, c'est mieux.
je Ok. pense, dans un premier temps. Après, là, c'est la première, tu vois. Peut-être que plus tard, on élargira. Mhm. Est-ce que j'ai un coaché d'ailleurs qui m'a envoyé un message en me disant est-ce que c'est ouvert aux mecs? J'étais là, non, pas celle-là, mais peut-être la prochaine. Donc c'est sur 5 jours. Donc tu m'as dit qu'il y Ouais. aurait du silence, du yoga. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 5 jours-là? Là, dans la retraite que j'organise, Oui. alors du coup, il y a du coaching, Ouais. 2h30 de coaching tous les matins, du yoga, effectivement. Il y a un temps libre, donc de 14 à genre 17h. Et là, on encourage justement un moment introspectif. Mhm. Donc ça peut être de la lecture. Normalement, en retraite de sciences, t'as pas le droit à la lecture. Mais là, ça peut être de la lecture, mais de la lecture choisie aussi dans le cadre de la retraite. D'accord. On n'est pas sur un roman de science-fiction, tu vois, ce genre de choses, ou un polar. Donc on leur file 12 bouquins, choisissez un des 12 et basta quoi. Non, mais il y aura un petit filtre, ouais, je pense. D'accord, Ou d'accord. alors, il y aura des bouquins sur place. Je sais pas trop comment on va s'organiser là-dessus. C'est quand? C'est en dernier week-end d'avril, début mai, sur le week-end D'accord. du 1er mai. Tu fais souvent des retraites? Tu organises, pardon, souvent des retraites? C'est ma première. Première, toute première. Ouais, c'est ma Ok. première. Petit crash test. Vous serez combien? Exactement. On sera, en nous comptant, nous, on sera 13 normalement. Et d'ailleurs, c'est fou, mais j'ai l'impression que dès que je parle à quelqu'un qui est un peu dans cette dynamique-là, le yoga revient systématiquement. Mm. Alors, je comprends le lien entre yoga, le fait de se recentrer sur soi, comprendre un peu ce qu'on ressent, etc. Et c'est quelque chose qui est à la fois physique et spirituel. Comment tu l'expliques, toi, cette proximité entre le yoga et toute cette dynamique de reconversion, transition, découverte de soi, etc. Bah, je pense que ça passe par le mouvement, ça sort un peu de la tête. Le problème des gens qui sont en transition professionnelle, c'est qu'ils ont tendance à être uniquement dans la réflexion, donc dans la tête. Et le yoga, donc le passage par le corps, peut vraiment beaucoup servir, je pense. Mhm. C'est une manière d'être un peu plus actif dans son processus de transition, travailler sur la respiration. Ouais. On n'est pas sur un sport de bourrin en mode run, vélo. On est quand même dans un sport doux. Et le travail de la respiration est central, en fait. Vraiment, la base du yoga, je pense que c'est la respiration. Je m'y connais pas non plus de ouf, tu vois. J'ai pas de diplôme, pour le coup, en tant que prof de yoga. Mais ouais, c'est une connexion à soi, quoi. Tu pratiques le yoga en dehors de tes retraites? Oui, mais Pas je plus suis que pas ça. une... Non, je cours plus, tu vois. Tu cours plus. Et donc, qu'est-ce que t'apporte la course à pied dans toute cette dynamique-là? Vital. Vital? Vital. Déjà, ça me permet de me dépenser. Mhm. Et c'est justement, en termes de connexion à soi, de temps pour soi, j'ai trop besoin de mon heure de sport par jour, que ça soit du run, du pilates. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment besoin de ce moment-là, en fait, cet ancrage. Ça me permet aussi de me vider la tête, on va Ouais, pas bien se sûr. mentir. Donc, généralement, je cours le midi, tu vois. Enfin, bon, je fais mon sport le midi, ça me coupe un peu ma journée. Oui. Ah non, c'est élémentaire. Et quand je me suis blessée et que j'ai dû arrêter le sport, Mentalement, c'est compliqué. ouais, exactement. Mentalement, c'était compliqué. Donc là, ça fait un an que tu es dans cette boucle-là et ça a l'air très bénéfique. Mais j'imagine que tu as déjà eu des doutes par rapport à ce que tu es en train de reprendre. Ouais. Est-ce que ça a culminé à un point particulier où tu te dis, en fait, est-ce que je suis une erreur et est-ce que je ferai pas de marche arrière? Marche arrière, j'y ai pas pensé. Et j'ai lu une phrase d'ailleurs qui était pas mal, qui disait mais c'est trop bizarre de penser à faire marche arrière. Est-ce que quand tu commences un marathon, tu penses à faire demi-tour, tu vois? Non, mais on peut penser à s'arrêter. Quand on est au 35e kilomètre, on a pris plein les pattes, on se dit, ah, franchement, tu tiendras pas la suite, on s'arrête là. T'as raison de t'arrêter, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire s'arrêter en transition professionnelle, tu vois? Mhm. Bah, ça C'est- peut être faire comme la personne que tu as accompagnée et se dire, bah, je vais prendre un CDI pendant 1 an ou 2 pour me resécuriser Ah avant oui, de retenter ma chance. tout à fait, mais du coup, elle avance, tu vois. Mhm. Pour moi, elle fait pas demi-tour, entre D'accord. guillemets. C'est ça que je veux dire. Ok. Elle est quand même dans un cheminement. Là, elle a quand même vachement progressé, elle-même le dirait. Mais non, alors j'ai pas pensé à faire demi-tour. Par contre, j'ai eu des doutes, évidemment, et c'est là que je le dis, mais la puissance des personnes ressources pendant une transition professionnelle, c'est vraiment, vraiment fou. Mhm. Genre, moi, mon copain, pour le coup, m'a énormément aidé dans ces moments de réflexion où j'ai eu des doutes, notamment quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Mhm. Ça n'a pas pris tout de suite. Si tant est que ça ait pris maintenant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des moments où tu passes du temps sur des vidéos, t'as 5 likes, Ouais, c'est un peu dur. j'en suis là. Voilà. I feel you, c'est compliqué. Donc bon, j'ai eu évidemment des moments de doute. Arrêter, non. Je me disais que dans tous les cas, j'avançais et que j'avais envie d'aller au bout du process. Ouais, Mais là, je reconnais que j'ai plus de doute depuis septembre. ok. T'appelles ça des personnes ressources? Ouais, Donc des personnes clés qui, j'imagine, t'inspirent, t'aident à remettre les idées à plat, ouais. c'est ça? C'est des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer. Mhm. Donc c'est tout ce qui vient en fait en ressources dans le cadre de ta transition pro. Ça peut être du réseau, ça peut être des gens, ça peut être de la formation, de l'apprentissage.
Oui. Mais on considère que c'est des ressources, ouais. Et donc dedans, tu mets ton copain, ton Ouais, fiancé maintenant. fiancé Mhm. maintenant. Qui d'autre? Ma famille. Ma famille, évidemment. Mhm. Mes parents, gros soutien. Mon frère aussi, ma sœur. Et mes amis, évidemment. Après, mes amis, ils n'ont pas compris tout de suite la vibe coaching non plus, je dois dire. Et je pense qu'il y a aussi une vue de l'esprit, une croyance de leur côté que c'est Miley, elle va se débrouiller, ça va aller. Ok. Tu vois. Mhm. Donc plutôt mon copain, franchement. Donc tu t'es peut-être un peu sentie incomprise par tes amis? Je dirais pas incomprise, parce que je comprenais Mhm. que eux captent pas, tu vois. D'accord. Je comprends que ça parle pas à tout le monde, le coaching. Et c'est ok, enfin... Moi, j'ai des potes qui bossent dans X domaine. Bon, ça fait pas trop écho chez moi. Je vais pas ne pas m'y intéresser, mais ça vibre moins, quoi. Et tes parents ont compris quand t'as voulu quitter ton CDI confortable à la Défense pour faire ça? Alors, pour le coaching, au début, un peu surprenant. Ouais. Surtout mon père. Et il fait quoi ton père? Mon père est D'accord. archi scénographe. Et non, mais mon père, en plus, fait partie de groupes de réflexion. Il médite tous les matins depuis que je suis petite. Enfin, il aurait pu avoir une forme de, comment dire, de complémentarité ou de compréhension. Et bah, paradoxalement, pas tant. Mhm. Parce que mon père m'a jamais vu comme quelqu'un de trop altruiste, je crois, dans le don de soi, en tout cas. Et du coup, il comprenait pas. C'était un peu genre, mais attends, quel est le rapport par rapport à ma personnalité, je pense que ça faisait pas sens pour lui. Ah Tu ouais. vois. Alors que ma mère, beaucoup plus. Mhm. Après, psychothérapeute aussi, donc... Mais Ah oui, donc ta mère est psychothérapeute, c'est ça. Ouais. Ok. Mm. Mais du soutien malgré ça. Oui, bah du coup, aussi une explication avec mon père. Dans mon processus, moi aussi, de déconstruction et de transition professionnelle, Oui. j'ai eu ce besoin d'aller... De tuer le père peut-être? Tout à fait. Mhm. De déj avec mon père et lui dire, mais voilà comment aussi moi je me sens par rapport à ça. Et j'ai pas besoin de ton aval, mais j'apprécierais aussi que tu respectes ce choix-là. Alors, quel était, pas la teneur, mais le ton de la discussion? Méga dans l'amour à fond. C'était pas la guerre froide, c'était pas papa, j'en ai marre, non, non. Non, c'était plutôt puis gros. Enfin non, beaucoup d'amour du coup. Ok. Et maintenant mes parents sont ultra moteurs. C'est les premiers à me dire mais c'est dingue, c'est incroyable, comment tu t'es trouvé, on est tellement fiers de toi. Enfin, mais je pense que voilà, j'avais besoin aussi de passer par là. C'est super, tu viens de dire, tu t'es trouvé. Un des points que j'ai retiré de ce que j'ai trouvé sur Internet, sur toi, etc., c'était la notion de vocation. Moi, j'estime un peu naïvement, je pense, mais que chacun peut trouver sa vocation quelque part. Toi, tu mentionnes que pendant très longtemps, tu trouvais pas ta place, c'est rien qui te plaisait forcément. Maintenant, tu coaches des gens pour les aider à trouver leur vocation. Ouais. Est-ce que toi, tu dirais que le coaching est ta vocation? Je sais pas. Hmm. Je sais pas si je dirais que c'est ma vocation. En tout cas, c'est mon premier pas. Et là, je suis complètement à ma place à l'heure d'aujourd'hui. Pour autant, moi, j'ai conscience que les choses sont très mouvantes, à l'image aussi des relations amoureuses, tu vois, nouvelle analogie là-dessus. Là, je suis parfaitement bien et heureuse avec mon copain slash fiancé, comme tu disais. Pour autant, dans 10 ans, je n'en sais rien. Donc moi, je suis convaincue de cette impermanence aussi, des choses qui, pour moi, font partie de la vie. Et donc, peut-être que, tu vois, le coaching, dans 10 ans, ça sera plus mon truc. Donc vocation, je sais pas. Je pense que par contre, l'univers, l'écosystème, oui. Ça, je suis convaincue que j'ai envie d'évoluer là-dedans. Dans tous les cas, en fait, tu sais que tu seras pas forcément au même stade dans 10 ans, néanmoins, ce que tu fais aujourd'hui aide à bâtir quoi que ce soit et que c'est pas du temps perdu. Je Exactement. pense que c'est ce côté rassurant qui manquait un petit peu à ton métier d'avant. Parce que Ouais. c'était un peu la suite en avant pendant très longtemps, j'ai l'impression. Mais tout manquait. Enfin, moi, ma vie a radicalement changé. J'ai l'impression de plus avoir la même vie qu'il y a un an. Et donc, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au quotidien par rapport à la Miley d'il y a 2 ans? Bah, j'en parlais avec justement mon copain vendredi. Tout. En fait, il y a une colorimétrie différente. Le regard que je pose sur la vie, sur les gens, tout est différent. Un peu comme justement quand tu rencontres quelqu'un, que tu tombes amoureux et tu te lèves plus le matin de la même manière, tu vis plus les choses de la même manière, bah c'est exactement pareil. Moi j'ai du plaisir au quotidien, j'ai un rapport au temps complètement différent aussi. Je suis moins dans une rentabilisation de mon temps. Le sport faisait déjà partie de ma vie, mais j'ai un regard aussi sur le temps que je prends pour moi différent. J'ai un rapport au travail différent parce que je prends du plaisir dans mes accompagnements. Donc ce qui me rapporte de l'argent me nourrit aussi.
Franchement, j'abuse pas quand je dis que tous les coachés que j'ai, je les trouve extrêmement inspirants, par exemple. C'est des personnes qui vraiment me nourrissent aussi, me donnent beaucoup. Tout a changé. Et de manière très pragmatique, ça ressemble à quoi une journée chez toi? Tu m'as dit que tu commençais par lire pendant 1 heure, une demi-heure le matin? Ouais, 45 minutes 45 environ. minutes. Je me lève, ma petite morning routine. Allez, dis-moi tout. Je me lève, je m'étire, je fais un peu de gainage. On se lève à quelle heure déjà? On se lève à 7h. Oh, c'est tard. 5 heures, c'est mieux. C'est Je t'embête. mon chronotype. 7 heures, super. Non, mais j'ai essayé. J'ai essayé de me lever plus tôt et tout. Et c'est pas mon chronotype vraiment. Moi, 7h, c'est mon heure, je crois. Donc c'est quoi, coucher à 22, 23 et réveiller à 7 heures? Coucher tôt. Coucher tôt. Coucher tôt parce que lecture une bonne heure avant de me coucher. Tu lis des choses liées à ce que tu fais ou alors tu te fais un petit kiff en Ah passant non. de la fiction? Le soir, on n'est Ah. pas du tout sur ce que je fais. J'ai Non. peur que tu me dises Toujours Raphaël, c'est développement personnel tous les jours, tout le temps. Ok. Ah non. Même moi, j'ai besoin de faire une pause parfois, tu vois. Sur ces sujets-là, j'ai pas toujours envie de lire ça. Et alors, le soir, c'est vraiment jamais le cas. Donc, je me couche tôt. Mhm. Genre à 22h, 22, 22h30, extinction des feux, quoi. Ah, donc tu dors 8, 9 heures tranquille, Ah quoi. ouais, je dors bien. Ok, donc Ouais, je c'est dors très équilibré. Ouais, complètement. Super, je suis content pour toi. Je dors très bien. D'ailleurs, ma durée de sommeil a augmenté, je pense, depuis que je suis effectivement indépendante. Du coup, je me lève, j'écris. Ça, c'est le premier truc que je fais. Poubelle mentale, vidange. Donc, en fait, j'écris ce que j'ai dans la tête au réveil. Après, je lis. Donc ça me nourrit souvent et c'est ça qui me donne des idées de contenu, en fait. Je fais des ponts, donc je prends des petites notes, etc. Et puis, je commence à bosser. Vers 11h, j'arrête. Je vais courir ou je vais faire 1 heure de sport. Je rentre, je mange. Et là, je rembranche sur mon après-midi. Et bam. Et je suis très cyclique. Donc, en fait, je peux me faire des journées mastodontes où je finis à 19h, ce qui pour moi est une journée énorme. Parce que tu vois, je commence à bosser vraiment à 8h, 8h30. Et à part mon sport, je prends pas trop de pause. D'accord. Mais c'est indolore. Genre, vraiment, ça glisse. Et puis, j'ai des journées où j'ai envie d'arrêter de bosser à 17h et j'arrête de bosser à 17h. Tu vois. C'est aussi un petit peu le luxe d'être indépendant, finalement. Exactement. Ok, c'est très très clair. Donc, imaginons demain, il y a la Maëlie d'il y a 3 ans qui te contacte et qui te dit qu'elle est du père. Tu lui conseillerais quoi? Un conseil, une chose à changer. Sors de la réflexion. Passe à l'action. Passe à l'action. Mais même à l'action, je parle pas de monter sa boîte. Contacte juste un coach. Ouais. Demande-lui ce qu'il fait au quotidien. Regarde si ça te fait vibrer ou pas. Je suis restée beaucoup trop longtemps dans la réflexion. J'ai pas de regrets parce que je pense qu'il y a un temps pour tout. Ouais. Mais ouais, je suis restée trop longtemps dans la réflexion. D'accord, donc dans l'action. Ouais, c'est le cas de beaucoup de personnes malheureusement. Et donc, tu dirais que c'est quoi ton but dans la vie aujourd'hui? Est-ce que c'est de s'épanouir professionnellement? Est-ce que c'est d'avoir un mariage heureux? Peu importe. Est-ce que tu réfléchis à ce genre de questions peut-être plus existentielles ou alors tu vis un petit peu au jour le jour, comme c'est le cas pour beaucoup d'indépendants qui débutent en tout cas? Non, je vis pas au jour le jour. Moi, je suis plutôt du genre à me poser beaucoup de questions existentielles. Alors, je sais pas si on peut parler de mission de vie, mais je crois que le but ultime, comme beaucoup de gens, c'est de trouver une forme d'épanouissement et de sérénité. Je pense qu'aujourd'hui, j'y suis quasiment. Je pourrais même pas dire ce qui me manque. Je pense que peut-être un peu de longévité, un peu de durée dans cet état-là, pour que ça devienne un peu permanent. Ouais. Parce que là, c'est quand même assez nouveau, tu vois, ça fait 2-3 mois. Mais non, je crois que c'est d'être profondément connecté à qui je suis. Je crois que c'est ça ma ligne. Rester connecté à moi, quoi. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est le cas ou ce n'est pas le cas? Ressenti physique, bien sûr. Physique. Ouais, un sentiment d'alignement, d'ancrage, tu vois. Et puis de joie. De joie au quotidien dans ce que je fais. Ça, c'est quand même le meilleur indicateur, quoi. Ah bah c'est clair, c'est un luxe pour le coup. Ouais. Et est-ce que depuis que tu as entamé cette transition-là, tu observes des changements de mentalité autour de toi? On parlait de tes amis qui bossaient pas dans le même genre de travail et qui avaient pas le même type de questionnement. Est-ce que tu as observé chez eux ce type de déclic? Du même ordre, tu veux dire de transition? Ouais. Ouais. Et ça arrive fort. C'est-à-dire que ceux, il y a 2-3 ans, qui étaient encore focus, je me fais de l'argent, j'ai un confort salarial trop cool, sont en train doucement de migrer aussi. Ouais. Moi, j'ai l'impression, c'est là que je te parle de changement de paradigme, que c'est générationnel. Et tu glisses des petites cartes de visite par-ci par-là. Pensez à moi. C'est mes potes, je sais pas. Je comprends. Faut quand même une distance. Je comprends. Et est-ce que t'as pas peur parce que en fait, c'est une réflexion que j'ai depuis quelques temps. C'est que, tu vois, on a eu un peu la vague freelance il y a 5-6 ans sur Malte, où du coup tout le monde se mettait à être freelance et ça marchait bien, jusqu'à ce que ça marche un peu moins bien parce qu'il y avait trop de monde. Est-ce que si tout le monde devient indépendant,
personne ne devient indépendant finalement et ça risque pas de cannibaliser en fait cette liberté que certains s'accordent aujourd'hui. Mm. Est-ce que c'est un modèle qui est pérenne en fait? Moi, je pense, mais alors là, je vais reprendre la théorie de David Graeber de Bullshit Jobs dont je te parlais tout à l'heure, Oui. qui considère qu'en fait, la solution à ça, parce que tout humain va finalement être attrapé par cette quête de sens et donc va vouloir se lancer à son compte exactement comme tu le dis, Mhm. c'est le revenu universel. Qui ferait qu'en D'accord. fait, il y a une forme de revenu universel et donc chacun exerce une activité qui vient soit en complément, soit qui devient vraiment un revenu de base, tu vois, comme pour les personnes qui en vivent. Mais Ouais. moi, je suis persuadée effectivement qu'on a tous, je parlerai pas de zone de génie, mais qu'on a tous en tout cas une appétence, des qualités, des compétences à mettre à profit dans un domaine, Oui. et que ça, c'est susceptible de nous ramener de l'argent. Ouais. Alors, je vais essayer de faire le vieux con, mais imaginons que Le demain. vieux con capitaliste, Le... vas-y. C'est marrant, j'ai dit ça, j'ai pensé à mon père. Je vais essayer de prendre ces chaussures. Imaginons que demain on a un revenu universel et qu'on peut tous un petit peu faire le métier qui nous plaît, un peu métier passion, parce qu'en Ouais. fait on n'a plus besoin de Mm. ça, Mm. donc plus besoin d'aller trimer à la défense pour payer son loyer. Est-ce qu'on va pas avoir une fuite un petit peu des métiers nécessaires, qui sont un peu ingrats malheureusement, des gens qui vont juste faire des métiers à la cool quoi, qui pour moi est un phénomène peut-être qui s'est exacerbé depuis. Allez, vieux con. Depuis les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des gens qui vivent très bien, qui font des métiers absolument incroyables. Du coup, on aspire à être comme eux. Mais du coup, on met la distance avec des choses plus terre à terre ou des métiers vraiment utiles, Mm. mais chiants à crever. Tu me parles de quel métier, par exemple? Je sais pas, en Parce fait, que je pour moi, le pense. conseil est complètement inutile et c'est chiant à crever. Oui, mais je dirais pas Et- que c'est nécessaire. Ah non, c'est pas nécessaire, mais du coup, tu me parles de quoi? Des Je boueurs, sais de... pas, ça peut être éboueur, ça peut être ingénieur en station d'épuration, tu vois, c'est ce truc qui viennent à l'esprit. Bah, Probablement qu'il y a des gens qui sont passionnés de ça, mais est-ce qu'il y en aurait assez pour faire tourner la roue? Je sais pas. ah bah, pour moi, justement, la solution, c'est dans la rentabilité. C'est-à-dire, ces métiers-là, bah, tu les payes beaucoup plus. Ouais, voilà. C'est Voilà. très idéaliste quand même. Bah, c'est idéaliste, mais c'est un modèle qui fonctionnerait. Je Il y a suis des absolument études qui ont d'accord. été menées qui montrent qu'effectivement, que les métiers utiles, on devrait les payer beaucoup plus cher. Genre les profs. Genre les profs. Mm. Et il y a d'ailleurs une échelle qui montre que plus ton métier est inutile, plus t'es payé. Et plus c'est utile, je me suis peut-être emmêlée un peu. En gros, plus c'est utile, moins c'est bien payé. Pourquoi? Parce qu'on considère aussi que si tu fais un métier qui a du sens, par exemple aider les autres, être prof, Mhm. bah ça va. Tu vas pas en plus demander à être bien payé. Ouais, ouais. Tu vois? C'est lunaire. Le grand capital. J'en adore. Bon, on approche de la fin. Est-ce que selon toi, il y a une question à laquelle tu aurais adoré répondre, mais que je n'ai pas posée aujourd'hui? Un sujet effectivement que je découvre de plus en plus, c'est que quand tu commences à prendre vraiment du plaisir et que tu es plus drivé par cette peur du manque financier, etc., tu te rends compte qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre et qui est extrêmement excitant et galvanisant. Mhm. On parle de la peur du manque financier, mais alors l'excitation de se dire attends, mais ça se trouve, je peux aller donner une conférence, créer un podcast demain, bah là, être invité effectivement à un podcast, donc tu rencontres des gens en plus, ou créer ma propre retraite parce que j'adore les retraites. Il y a un champ qui s'ouvre Ouais. qui est vraiment ouais, galvanisant. Galvanisant. Ouais, qui est fou. Et je trouve que ça, on n'en parle pas assez. Cette espèce d'excitation constante de qu'est-ce qui va m'arriver cette semaine? Quelle opportunité va jaillir, tu vois? Ça, je trouve ça dingue. Alors c'est marrant, mais effectivement, c'est un truc que moi je ressens ponctuellement, mais il est souvent caché derrière toutes les préoccupations un petit peu du quotidien. Du style, bah, j'ai plus de matelas de secours, dans un an j'ai plus le chômage, etc., etc. Ouais. Qui vient un peu me cacher cette excitation-là. Et il faut régulièrement, tous les jours. Il y a 2 jours que je me souvienne de ah, mais en fait, mec, tu peux faire ce que tu veux, donc il ne tient qu'à toi. Qui m'a mauvais d'aplomb, mais qui dure une journée, 2 journées, une après-midi, 2 heures. Et après, je retombe un petit peu dans les préoccupations routinières, quoi. Comment tu fais, toi, pour entretenir? J'ai pas trop de préoccupations parasites, Mhm. en fait. Dans le sens où, déjà, je pense que j'ai développé une grande confiance en la vie, de manière générale. Donc, tu vois, si demain, le coaching, ça arrache plus trop et que je galère un peu, bah, je me fais confiance aussi. Je fais confiance à mes ressources pour rebondir et pour trouver autre chose. Donc je pense que ça m'aide beaucoup. Donc une forme de philosophie un peu positive, tu vois? Heu, mais lucide. Je sais aussi qu'il peut se passer effectivement des aléas, et c'est OK. Hem et ouais, à part le côté financier, en fait, Ça va. ouais. OK. C'est quoi tes préoccupations à part l'aspect financier? Là, tu me parles de matelas, par exemple. Ouais. Moi, il y a un peu je pense une angoisse, mais qui est liée à la comparaison. Typiquement, tu vois, bah, j'ai fait comme toi, j'ai fait une école de commerce, hein, j'ai fait Schema, et je vois autour de moi tous mes potes qui, eux, bah, sont encore dans leur CDI, commencent à avoir des gros salaires,
auquel j'ai dit non il y a 1 an et je me dis, bah, en fait, il commence à cocher toutes les cases que moi, je considérais nécessaires il y a 10 ans. Donc après, ma vision de la vie a changé, mais dans ma tête, c'était à 30 ans, où j'ai 28 ans encore de temps, mais 30 ans, il fallait avoir déjà acheté un appart, potentiellement se fiancer ou arriver à se fiancer, avoir un truc, des rails sur lesquels on se pose et on fait que ensuite croître, croître, croître. Et là, depuis 1 an, moi, j'ai pas de visibilité à plus de 3 mois de ce que va être ma vie. Donc, je suis un peu en train de me dire, ouais, les mecs, imagine, dans 1 an, ça n'a pas marché, je fais marche arrière, t'as perdu 2 ans. C'est un peu ce genre d'angoisse qui arrive chez moi. Financière, t'aurais déjà mentionné. Euh, Tu les trouves épanouis, tes potes qui, là, commencent à gagner, des milliers, des cents? À différents degrés. Il y en a un qui me vient en tête, typiquement, oui, oui, lui, je pense qu'il s'est pas s'il s'est résigné, mais il fait un truc qu'il aime bien, dans une boîte qu'il aime bien, qui a l'air cool, qui paye bien, enfin, tout va bien. D'autres qui me disent ouvertement: «Écoute mec, ma vie, c'est un enfer, mais vas-y, je pars au Seychelles que 2 semaines, ça va». Bon, après, il y a le problématique de prendre l'avion. Hem, à différents degrés. Mais tous ont un petit peu, je dirais quand même, une sorte d'amertume et une sorte de résignation. Tout à fait. Ouais. Et c'est juste après dans quelle mesure est-ce que toi tu décides aussi d'accepter ça? Là, de ce que je comprends, toi, tu as fait le choix de pas l'accepter non plus. Moi, ce que je dis beaucoup quand on parle de comparaison, des fois avec, mes coachés, c'est rapproche-toi le plus possible de ton désir. Ouais. En fait, c'est pas la confiance en soi, qui permet de mettre la comparaison à distance. C'est vraiment le fait d'être proche de ton désir. Si toi, tu es très au clair sur le fait que, tu as besoin d'avoir cette liberté-là, tu as besoin de mener des projets de A à Z comme le podcast, par exemple, bah, je trouve que ton moteur est là, tu vois? Donc ça, on est sur le call de découverte, en fait, c'est ça? Ouais, le Ah, call de ça marche découverte. combien? On arrive près de la fin de l'interview. Donc je vais te poser la question qui m'a été posée par Lise il y a 1 semaine de ça. OK. On note au cas où parce que j'ai pas envie de dégraffer. Alors c'est une traduction de l'anglais au français. Je me suis aventuré sur, du podcast en anglais. Je tente des trucs. Solide. Qu'est-ce que la liberté veut dire à tes yeux? Et je me Waouh! suis dit, quand tu m'as dit tout à l'heure la notion de liberté, je me suis dit: «Waouh, ça marche trop bien!» Ah ouais, dingo. Vas-y. Bah, c'est la plus belle des questions, c'est la liberté, c'est la quête de ma vie, vraiment. Hem, c'est quelque chose que j'essaye de nourrir au quotidien et je parle pas de liberté géographique. Alors évidemment, il y a la liberté géographique est très agréable de pouvoir, moi, c'était mon premier moteur pour quitter de base le salariat d'ailleurs, ouais, c'était d'être digital nomade, ça m'est passé. Pour autant, la liberté, moi, je la ressens vraiment dans le fait d'être libre, d'être soi et de faire ce que tu veux. La liberté d'être soi, c'est l'authenticité dans les liens qu'on entretient avec les autres. C'est, heu, liberté d'être soi, c'est la possibilité de ressentir aussi de la sérénité à son contact. Donc tu vois, le rapport à la solitude aussi, je sais que c'est un gros sujet chez beaucoup. En fait, le rapport à soi, quand tu te sens libre d'être toi, bah, tu es assez au clair avec toi-même aussi. Et puis la liberté de faire, bien sûr. La liberté de faire, indépendamment des jugements, indépendamment, des attentes sociétales, du statut social, des potes dont tu me parlais, tu vois? En fait, quand tu te sens foncièrement libre de faire, d'être et de vivre, bah, tu vois, ce qui se passe à côté, tu t'en fous, quoi. Et il y a une fois enfin, pour moi, vraiment la clé de l'alignement, c'est cette liberté-là. OK, très bien. Je te remercie. Bah, je t'en prie. Et est-ce que tu aurais du coup une question pour le prochain invité? Et je devais y réfléchir sur mon vélo et Prends j'ai prends 2 minutes, t'inquiète. Je t'écoute. Du coup, la question, c'est, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ton process de transition pro? Parce que tu reçois que des gens qui ont transité, on est d'accord? Ah, donc la question est pour moi? Ah non, pour l'autre. Oui, oui, Pour vous la me parlez à prochaine moi. personne, mais D'accord, tu très peux y bien. répondre aussi. Waouh, 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 waouh. Ok, mais réponds-y d'abord, hein. Ah non, je suis à l'origine de la question. Ok, refais la question. Quelle a été la plus grosse surprise que tu aies eue dans le cadre de ta transition pro, soit émotionnelle, soit factuelle? Mhm. Qu'est-ce qui t'a surpris? Tu t'y Ah, je vais attendais aussi pas? avoir besoin de 30 secondes de réflexion du coup. 25. Ok, je pense que pour moi, toute la sphère entrepreneuriale c'est vraiment nébuleux. C'est-à-dire que je me suis jamais considéré comme qu'un entrepreneur, donc je me suis jamais forcément intéressé à ce genre de personnes. Mmh. Et pour moi, le rapport social ou de force entre les différentes personnes dans cet écosystème-là est très flou. Donc en fait, quand j'ai commencé il y a 1 an, j'ai un bon ami, Erwan, qui m'a proposé de venir à la Station F, parce que lui bossait là-bas, donc il m'invitait régulièrement. Et en fait, j'ai réalisé à quel point c'était relativement facile d'entreprendre des choses et trouver des gens qui allaient répondre positivement. Très vite, en fait, on m'a mis dans une spirale où j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit vas-y, mais grave chaud, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Alors, parfois, ça n'a rien donné. Parfois, on a eu des ébauches de trucs. Mais je me suis dit waouh, c'est dingue, en fait. Mmh. C'est facile de mettre des choses en marche.
Ce qui est moins facile, c'est de se lancer et de savoir ce que tu veux créer, en fait. Pour moi, tout est encore un peu flou, hein. Je navigue à vue, c'est vraiment, je crois, la phrase qui revient, vraiment, la formule qui revient souvent, je navigue à vue. Donc voilà, c'est ça. Je découvre un petit peu cet écosystème-là qui est hyper intéressant, déjà méga motivé, des gens très volontaires. Là où pour moi avant c'était très compliqué et c'était un peu la jungle, etc. En fait, non, il y a beaucoup de bienveillance. Je te dirais ça. Donc, Écosystème un peu fermé, je vois ce que tu veux dire, ouais, genre comme si c'était un monde un peu à part et en fait, tu te rends exactement. compte que non. Ça reste des êtres humains Exactement, assez cool, globalement. complètement. Bah écoute, moi je crois à la puissance des réseaux sociaux. Mhm. Je pensais pas que j'allais réussir à avoir une clientèle si rapidement. Tout ça grâce à des reels, tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais, bien sûr. Et en fait, j'entendais des histoires évidemment qui disaient si, l'organique ça peut fonctionner, mais je pensais pas que voilà que ça allait se faire si vite et comme quoi, voilà, faut pas hésiter à y croire aussi, ça fait pas de toi quelqu'un de perché ou tu vois, d'irrationnel que de penser que ça peut fonctionner, rapidement, quoi. Maïli, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Franchement de continuer. De continuer là ce que je fais, de continuer à créer des opportunités, pour, ouais, pour continuer à grandir. Je crois qu'il y a cette idée de croissance qui me plaît bien là, Mhm. tu vois? Et donc on peut te retrouver pour voir tout ça sur Instagram. Instagram, ouais. Maïli Coaching. Maïli.coaching. Ok. Ouais, un podcast qui devrait arriver qui va s'appeler Muse. Muse. Ouais. Mhm. Je pense qu'il sortira en janvier, donc peut-être au moment où tu sortiras cet épisode. Et une retraite aussi, du coup. Là, on a déjà vendu 4 places, il en reste 6. Il en reste 6. Donc voilà. N'hésitez pas, Hésitez. s'il reste des places dans un mois et demi à Yes. y passer. Bah écoute, merci beaucoup et à très vite. Bah, merci à toi, salut Raphaël. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à partager, liker ou même simplement nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux. Tu retrouveras tous les liens en description. En attendant le prochain épisode, pose-toi la question. Et toi, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?